Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. On va attendre encore quelques instants qu'il y ait un peu plus de connexion, quelques minutes, histoire de laisser la chance aux retardataires. Pas mal de personnes qui se connectent encore. On va attendre jusqu'à 30, 31, 32 pour pouvoir lancer le webinaire, histoire de laisser une chance aux retardataires de se connecter. Ok, dernier appel qui vient d'être envoyé. Il devrait y avoir d'autres connexions. Ok, on va commencer. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire que nous organisons donc, au pôle BioVallée France pour la première fois sur différents types de financements européens. Pour rappel, BioVallée France est le pôle compétitivité santé du Grand Est et nous avons un besoin d'identifier et d'accompagner nos membres sur différents types de financements européens. Et c'est en ça qu'on souhaitait présenter différents types d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite si vous avez des questions. On a la chance aujourd'hui d'avoir le cabinet Évolution Europe, qui est un spécialiste de ces différents types de financement. Donc, on a Daniel et Alice qui vont présenter aujourd'hui. Donc, on aura une organisation par différents appels à projets et des questions à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et si des questions d'autres participants vous intéressent, vous pouvez mettre un petit like, un petit pouce pour faire remonter la question et ça nous permettra d'identifier plus facilement les questions à fort intérêt. Autre point un peu technique, le webinaire est enregistré et sera par la suite diffusé sur notre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas. Daniel, Alice, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la petite introduction, Manuel. Donc, nous sommes Évolution Europe. Je suis responsable commerciale dans notre société et Daniel est dans l'équipe technique, donc qui s'occupe de la rédaction des projets et aussi qui les anime. Je veux bien que vous passiez à la slide suivante. Merci. Donc chez Évolution Europe, donc du coup, nous avons une vraie expertise depuis plus de 20 ans dans la rédaction de ces projets, mais aussi dans la détection, ce qui est assez important vu la difficulté pour obtenir ces subventions. Donc le but vraiment aujourd'hui, c'est de vous présenter différents programmes dans lesquels on est expert, où nous travaillons depuis de nombreuses années. Donc on va explorer avec vous d'abord les programmes de l'EIC et les différents programmes de l'EIC. Comme vous le savez peut-être, il y a différents programmes de l'EIC en fonction de votre niveau de TRL, donc là en fonction de la maturité de votre technologie et aussi de votre entreprise. On fera ensuite un échange avec des questions-réponses pour répondre à vos interrogations sur ces programmes-là. Ensuite, on discutera d'autres programmes de l'Union européenne, par exemple Eurostars Eureka, qui est un programme donc qui existe en France, mais aussi dans toute l'Union européenne, avec aussi d'autres pays qui sont éligibles, comme par exemple la Suisse. On discutera ensuite d'autres programmes RIA, IA, qui sont aussi des projets collaboratifs.
et on repassera à une session questions-réponses. Et enfin, la seconde partie du webinaire sera d'abord vous expliquer comment en fait on détecte un projet et comment savoir si le vôtre est éligible. Vu la taille et l'investissement que ce type de projet demande, il est important pour vous de comprendre si c'est le bon moment pour vous d'envoyer votre candidature. Et ensuite, on ira un peu plus en profondeur sur notre entreprise, comment nous travaillons, nos équipes et ensuite nos success stories, donc des entreprises qui ont travaillé avec nous dans le passé et qui ont obtenu les financements. Je laisse la parole à Daniel, donc qui va vous présenter les différents programmes. Et n'hésitez pas à noter vos questions, on y répondra avec grand plaisir par la suite. Merci. Merci Alice. Donc bonjour, je m'appelle Daniel Portex, donc je suis Project Manager éditeur chez Evolution Europe. J'ai une expérience assez ample dans différents programmes européens, de Innovation Fund, IIC, à l'époque le H2020, les RIA, IA, Eureka, même les programmes suisses. Donc, nous avons un bon aperçu dans notre équipe sur ces différents programmes. Je vais vous présenter aujourd'hui 2 types qui, je crois, sont assez intéressants, assez pertinents pour des sociétés à différents niveaux de maturité technologique. Comme vous voyez dans la diapositive, ces programmes sont organisés par donc niveau TRL. TRL, c'est le Technology Readiness Level, c'est une échelle qui avait été développée pendant les années 70 par la NASA pour donc évaluer, quantifier où se positionne une technologie lors de son développement. Donc, les 3 derniers, donc le Pathfinder Transition et Accelerator sont les 3 programmes de l'IC qui se veulent donc débutant TRL2 au TRL9. Donc TRL2, c'est début de développement, TRL9, c'est commercialisation. L'Eurostar qui, comme le Transition, donc à mi-chemin, donc un peu ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est ce point de développement technologique critique, non, pour les sociétés. Et d'autre part, les RIAIA, Research Innovation Action and Innovation Action, sont des programmes collaboratifs de Horizon Europe, donc plus de l'EIC, pour donc ces différents niveaux de technologie. Le CSA qu'on a inclus ici sont Coordination and Support Action, qui sont peut-être des programmes qui sont plus difficiles à accéder parce que ce sont des programmes non technologiques. On n'en parlera pas trop, mais je vais donc vous présenter les stars du financement de l'EIC, donc le Pathfinder, Transition et Accélérateur. Donc, je vais commencer par le Pathfinder qui se veut donc un programme qui fournit une aide en forme de subvention pour aider des consortiums interdisciplinaires à mener des idées novatrices et avec un grand potentiel disruptif pour le développement des fondations de nouvelles technologies. C'est un programme qui se veut ou qui a comme intention de progresser donc une technologie innovante, qui soit basée sur la science et la recherche, qui a un haut risque, mais un haut potentiel aussi de rupture de l'état de l'art actuel. L'objectif de ce programme est donc de valider les bases scientifiques technologiques et c'est assurer une preuve de concept, un proof of concept d'une technologie. Donc, c'est débuter d'un TRL2 et arriver à un TRL4, c'est-à-dire avec une preuve de concept donc à niveau laboratoire. Le Pathfinder se veut avec une vision à long terme et offre 2 types d'appels, comme le font enfin ces 3 programmes le font maintenant. Donc les open, donc les applications ouvertes, donc sans thématique particulière. Donc c'est basé sur des consortiums qui doivent être composés d'au moins 3 entités légales indépendantes de 3 États membres ou États associés différents, dont au moins un étant membre de Horizon Europe. Ces entités peuvent être des universités, des PME, des organismes de recherche, n'y ont pas trop de limites. Les budgets
maximum pour de subvention de Pathfinder Open est donc 3 millions avec un taux de financement de 100%. Donc assez intéressant. Les durées de projet normalement tournent autour des 36 à 48 mois, bien qu'il n'y ait pas de durée précise. C'est-à-dire, on pouvait plus ou moins présenter un projet avec une durée comme vous le voulez. D'autre part, on a les challenges, donc les défis. Ces appels à projets donc offrent des thématiques spécifiques avec des conditions différentes que pour l'Open. L'éligibilité des participants est aussi différente, permettant des projets monobénéficiaires d'un État membre ou jusqu'à seulement 2 entités de 2 pays différents, sans trop d'obligations qu'une soit de l'État membre. Les budgets est plus élevé, s'élève à 4 millions, avec aussi un financement de 100%. Des projets peuvent durer jusqu'à 60 mois, notamment pour des technologies donc qui requièrent plus de travail de développement. Alors, ayant un taux de financement de 100%, c'est assez intéressant parce que les compagnies ou les entités qui appliquent au Pathfinder donc n'ont pas besoin d'apporter des fonds de leur part. Ce qui est assez intéressant parce que ça permet donc de débuter à un niveau bas de technologie et de fonds propres. D'accord? Le prochain est un programme assez récent, en fait, comparé aux 2 autres, qui s'appelle le Transition et c'est le mi-chemin entre le Pathfinder et l'Accelerator. C'est un programme donc intermédiaire qui a but de mener une innovation du proof of concept du laboratoire à un environnement d'application, c'est-à-dire plus ou moins le TRL6, non, un prototype en contexte réel. Il s'agit donc d'une subvention de maturité et de validation de nouvelles technologies qui inclut, contrairement au Pathfinder, une étude de marché et une présentation de modèles d'entreprise pour non seulement évaluer donc la technologie, mais aussi évaluer le potentiel commercial. Il est important donc pour le transition de présenter une technologie qui a donc ce potentiel commercial et non simplement une base scientifique. Comme le Pathfinder, donc, il y a 2 appels différents. Il y a le Open et le Challenge, et qui ne diffèrent pas l'un de l'autre. Donc, bien sûr, autre que la thématique. Les applicants donc peuvent être aussi monobénéficiaires ou des consortiums de PME, universités et organismes de recherche. Le budget du Transition est donc 2,5 millions avec aussi un taux de financement de 100%. La période max est de 36 mois et l'évaluation se fait en 2 phases. Premièrement, c'est donc le document d'application, le proposal document, c'est donc de 22 pages qui est évalué. Et s'il est retenu, un entretien est organisé avec le jury de l'EIC pour la deuxième phase d'évaluation et suite auquel la compagnie obtient ou pas la subvention. Le caveat avec ce programme, bien qu'il soit très intéressant pour beaucoup de compagnies, parce que c'est vraiment ce niveau intermédiaire, c'est que l'éligibilité des compagnies est basée sur s'ils proviennent d'autres programmes, notamment le FET, le ERSC, le Pathfinder, comme expliqué auparavant, ou un RIA, un Research Innovation Project. Alors, il y a plusieurs autres programmes qui font qu'ils soient éligibles, mais ceux-là sont les principaux. Donc, afin d'accéder au transition, il faut avoir déjà obtenu une subvention ou un financement d'un de ces autres programmes. Et ensuite, donc, le troisième programme, c'est le Accelerator. D'accord. Le Accelerator, donc, c'est, je crois, le programme le plus connu, le plus populaire des programmes EIC. Comme l'indique le nom, il a un but d'accélérer l'optimisation, le développement, la finalisation d'une technologie
innovantes afin d'accéder au marché directement suite au projet. Le point de départ de ce programme, d'une technologie pour ce programme niveau TRL est au minimum 5, donc un prototype fonctionnel. Ce point de départ peut être aussi jusqu'au temps entre le TRL 5 et le TRL 7. Donc, il y a pas mal de flexibilité afin d'être éligible à se présenter. Le point de final est le TRL 8 avec ce qui est la subvention et ensuite le 9 avec l'investissement. Donc, je vais vous expliquer ça un peu plus. Ce programme cible exclusivement des PME dont la technologie est haut risque, haut impact pour l'économie et la société, pour lequel la compagnie qui applique ait un besoin financier considérable. Donc, c'est assez spécifique. Ce programme donc offre une subvention maximum de 2,5 millions avec un taux de financement de 70%, ainsi qu'un investissement jusqu'à 10 millions d'euros. C'était 15 millions en 2024. À partir de 2025, c'est réduit à 10 millions. Pour le scale-up de la technologie, donc, amener du TRL 8, technologie finalisée, au TRL 9, commercialisation. Donc, aussi, cet investissement a un maximum de 25% de part de compagnie. Et il est important de comprendre que le EIC n'investira pas 10 millions en une compagnie. Eux veulent joindre un projet et investir par égal avec les investisseurs qu'amènerait donc la compagnie qui applique. Donc, par exemple, avec 10 millions, les investisseurs de l'EIC investiraient donc 5 millions et la compagnie qui applique devra apporter de leur part des investisseurs pour les 5 millions restants. Les applicants donc doivent être des PME, micro, start-up, deep tech, très important, avec une technologie innovatrice, on dit bien breakthrough, hein, disruptive. Donc c'est très important parce que c'est vraiment un thème récurrent d'avoir des technologies malheureusement qui ne vont pas au-delà de l'état de l'art et donc se retrouvent rejetées. Donc il est important de vraiment de convaincre les évaluateurs juridiques du breakthrough. Donc, ce sont des projets à 24 mois, peuvent être plus longs, mais doivent être justifiés. Le besoin financier doit être important et il faut pouvoir justifier ce besoin économique. Mais en même temps, presque contradictoirement, mais aussi prouver un financement propre, suffisant pour non seulement couvrir les 30% de la subvention, mais aussi la moitié de l'investissement. Et ces investissements, donc, doivent venir d'investisseurs nouveaux. Il y a 4 types de subventions différentes. Donc, le blended qui est le plus populaire et la vaste majorité des subventions qui sont données. Donc, c'est donc une subvention jusqu'à 2,5 millions et investissement. Ensuite, il y a Grant First, qui est donc seulement la subvention avec l'option d'investir ou pas, dépendant que si la compagnie a des fonds suffisants pour payer le scale-up, donc à partir des 24 mois de projet. Le Grant Only, comme le nom l'indique, donc seulement la subvention. Dans ce cas, il est important de comprendre que les 30% du budget ainsi que le scale-up, la compagnie doit pouvoir démontrer avoir les fonds pour les 30% et le scale-up. Donc, ce sont des compagnies qui ont un soutien financier un peu plus important. Non? Et ensuite, beaucoup plus rare, ce sont ce qu'ils appellent equity only, donc seulement d'investissement. Ce sont des projets pour des compagnies qui ont déjà obtenu donc les subventions EIC et se retrouvent avec un besoin de fonds supplémentaires et donc demandent un investissement. Les règles s'appliquent donc, les investisseurs EIC ne veulent pas prendre tout le risque et donc demandent de partager le risque avec en joignant le projet, en n'étant pas les seuls à investir. Donc, l'évaluation étant le troisième projet se fait donc en 3 phases maintenant.
Premièrement, c'est un document court de douzaine de pages, donc un short application ou une vingtaine de pages maintenant. Short application, ils appellent ça. Donc, c'est un court document de 20 pages, une présentation PowerPoint ou de 10 diapositives qui n'est pas voulu pour être présenté. Donc, c'est vraiment une illustration de la technologie et une vidéo. C'est assez important, une vidéo de 3 minutes. Je dis important parce que ça a tendance à être un peu le bottleneck, non, de certaines compagnies de devoir produire une vidéo de 3 minutes présentant la compagnie. Ensuite, si la compagnie est acceptée, donc évaluée avec une réponse binaire de go ou no go, 4 évalueurs donc donnent leurs notes. Il en faut 3 pour passer à la prochaine étape, qui est la full application. La full application est un document de 50aine de pages avec plusieurs documents annexes comme Freedom to Operate, un Data Management Plan, un pitch deck qui ne pourra pas être changé, qui serait présenté à l'entretien si la compagnie est retenue pour l'entretien. La vidéo, une vidéo aussi, bien que les compagnies ont tendance à présenter donc le même vidéo que pour la short application. Et notamment, depuis 2024, il inclut le concept de lump sum. Donc, le lump sum est une façon de paiement des subventions, ne change pas le basique du budget. Donc, en développant le budget, il n'y a rien vraiment qui change, à part ce qui est la structure des paiements des subventions qui est basée sur des périodes de financement, donc une base forfaitaire. Donc, ces périodes de financement, on appelle ça des reporting periods. Le projet doit donc être divisé en reporting periods, en sachant qu'on peut présenter donc un projet de 24 mois avec un reporting period de 24 mois. Mais bon, c'est pour aussi vous dire qu'il y a un concept assez fixe quant au paiement des subventions. Étant assez important, le accelerator, pour avoir un projet qui a du succès, nous avons identifié donc 3 barrières qu'il faut franchir. Comme je l'ai dit auparavant, innovation. La tech doit être deep tech, doit être disruptive, doit être vraiment au-delà de l'état de l'art. C'est la première condition. Si la technologie ne l'est pas, ça va être très compliqué. C'est la première chose que les évaluateurs considèrent. Deuxièmement, le potentiel commercial. Il faut qu'il y ait une demande de marché qui permette donc un potentiel de scale-up important. Donc, c'est le high impact. C'est ce concept de la technologie qui cherche un marché. C'est un problème assez récurrent que ce soit une technologie, malgré son efficacité ou son niveau d'innovation, s'il n'y a pas de marché derrière, c'est un problème aussi. Troisièmement, le financement. Donc, l'applicant doit avoir un réel besoin de financement et en même temps, le pouvoir cofinancer avec l'EIC. Donc, une compagnie, par exemple, qui a des gros problèmes financiers sera difficilement retenue. Également, une compagnie qui a beaucoup d'argent aura du mal à justifier le besoin de subvention de l'EIC. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit assez souvent, les 2 cas de figure. Donc, il faut vraiment être dans entre ne pas avoir suffisant et avoir suffisant. Quatrièmement, c'est l'équipe. La compagnie qui applique donc doit avoir une équipe dédiée à 100% au projet, hautement qualifiée et spécialisée. Il faut convaincre, notamment à la dernière étape du jury, convaincre que l'équipe est capable de mener à terme donc le projet. C'est une considération aussi assez basique au niveau d'investisseurs, parce qu'en fin de compte, beaucoup des jurys sont des investisseurs. Donc, c'est important. Et finalement, la 5e barrière, donc, c'est l'impact.
comment la technologie, si elle arrive au marché, améliorera l'Europe au niveau économique, avec la création d'emplois, avec la création de revenus, technologique, comment cette technologie va se positionner comme leader mondial, donnant donc une technologie européenne leader mondial, très important, et aussi vis-à-vis le Green Deal, les considérations d'environnement, comment il y a un impact pour les targets de 2030, 2050, comment ces technologies peuvent offrir un impact donc à l'Europe. Donc voici l'aperçu de ces trois programmes. C'est assez résumé. Je sais qu'il y a beaucoup de détails qui se font voir lors de la rédaction de ces projets. Donc, si on peut passer aux questions-réponses, si vous avez des questions, pour qu'on puisse vous informer. Oui, tout à fait. Merci Daniel. Du coup, on a eu quelques questions, certaines auxquelles tu as déjà répondu, mais on va peut-être pouvoir les repasser. J'ai aussi vu, et j'ai oublié de le dire en introduction, il y a Jean-Jacques Bernardini qui est parmi nous dans l'audience et qui interviendra du coup à la fin et qui a déjà fait quelques commentaires et répondu aussi à quelques questions. Du coup, là, je vais les prendre dans l'ordre. La première question, faut-il faire un EIC Pathfinder pour accéder aux autres EIC? Tu as déjà répondu, mais juste spécifiquement à cette question. Non, pas du tout. Enfin, le transition donc à ces conditions particulières. Le accélérateur, c'est très commun d'avoir des applicants pour première fois. Donc, il n'y a aucune continuité nécessaire. Sauf pour le EIC Transition, c'est ça? Le IC Transition, on peut y accéder à travers d'autres programmes, par le RIA, par exemple, par l'EFET, par le ERC, d'autres programmes de financement d'Europe. On faisait le commentaire ce matin, il y a énormément de programmes de financement autres que ceux-ci. Et il y en a certains, donc notamment le FET, ERC et le Pathfinder aussi, pour accéder aux transitions. Mais pour le transition, il y a une telle liste que je ne peux pas les nommer tous. Je vous admets aussi que je ne les connais pas tous. Si une compagnie veut accéder aux transitions, il faut avoir à obtenir des subventions autres pour la transition avant. Ok, merci Daniel. En fait, il faut avoir avancé déjà dans le niveau de TRL pour pouvoir être sur une échelle différente finalement. Ensuite, une autre question. Alors, c'est plus une remarque, mais du coup, j'ai pas la réponse. Est-ce que concernant le IC Pathfinder Challenge, on peut aujourd'hui candidater en monobénéficiaire? Oui, mais très fortement déconseillé. L'idée du Pathfinder, c'est de prendre une base scientifique et d'en faire un proof of concept, une preuve de concept. Une compagnie ou une entité, une université aura beaucoup de mal à le faire. Et ce n'est pas crédible. On ne voit jamais des monobénéficiaires être financés pour le Pathfinder. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais ce sont des projets qui se veulent consortium. Ok, c'est plus clair. Ensuite, on avait une question sur les critères. Est-ce qu'il y a des critères objectifs pour l'obtention de l'EIC Pathfinder? Je pense que tu en as déjà parlé, mais Tout à fait. Alors, le Pathfinder, c'est 60% de l'évaluation, plus ou moins, je vous donne approximatif, 60% est évalué, c'est la partie qu'ils appellent Excellence, donc la partie technologie. C'est le gros du projet, d'accord? Ensuite, il y a l'impact, donc c'est un peu difficile pour un Pathfinder à être qui se veut avec des technologies si jeunes d'avoir un impact commercial, mais le marché potentiel doit être évalué, donc ça c'est un 20%. Et ensuite ce qu'on appelle l'implémentation, je crois qu'en français on appelle ça plus la mise en œuvre, donc c'est les paquets les paquets de travail, les work packages, donc la description du travail qui va être fait. Donc 60% de l'évaluation est la technologie.
Merci. Encore une question sur le Pathfinder. Du coup, les types de consortiums qui sont faisables pour Pathfinder. Alors, donc les conditions sont claires. Pour les Open, c'est 3 pays différents. Pour les challenges, donc c'est 2 pays différents. Ça peut être modifié, mais comme je dis, les consortiums, c'est bonne idée. Ce qu'on voit, c'est que les universités, les centres de recherche sont très souvent les mieux placés pour mener les projets. Donc les consortiums ont tendance à être donc un mix de tout, des entités, donc des centres de recherche, des universités, d'où est née donc la technologie en question, des PME qui peuvent apporter leur innovation dans le développement. Ce qui est important de considérer avec un Pathfinder, c'est que tous les membres du consortium, donc tous les partenaires, doivent apporter une innovation, pas seulement le coordinateur, donc la personne qui présente le gros de la technologie. Non, c'est un travail collaboratif où l'innovation doit venir de tous les partenaires. Ok, ouais, c'est assez clair. Chacun doit apporter une brique et chacun doit vraiment apporter de l'innovation pour faire passer un état, enfin, Exact. une autre échelle finalement, l'innovation. Exact. Encore une question plus sur l'activité du consortium, sur qu'est-ce qui est considéré dans les issues de R&D interne ou non académiques. Est-ce qu'un projet qui est issu d'une société qui a déjà été créée et qui fait une nouvelle innovation, je pense que c'est ça la question d'Olivier, avec des laboratoires qui sont sur le côté, est-ce que ça peut être considéré dans un Pathfinder par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas d'absolu donc sur qui est le leader coordinateur du projet et d'où vient la tech. Donc, il y a des projets qui sont menés par des PME qui sont subventionnés. La question de comment sont considérés des projets issus d'une R&D interne, c'est-à-dire on voit une moyenne, on voit ce que les résultats donc des projets financés et on voit qu'en fin de compte c'est les, les académiques, les projets donc issus de centres académiques, centres de recherche qui sont les plus populaires. Mais c'est pas dit que le reste, il y a, je me rappelle plus du pourcentage, mais il y a des projets donc de PME qui sont subventionnés. Donc voilà. Et si, Ensuite, une remarque de Jean-Jacques sur le fait que les accélérateurs, je dirais même les EIC finalement, qui sont considérés comme la Champions League des projets européens, en tout cas de l'innovation, avec Deep Tech, Rupture, quelque chose qui va changer vraiment à horizon 2030 ou voilà, 2050, comme tu l'as dit. voilà, exactement. Bon, la Champions League, ça va parler seulement aux footeux, mais Justement, j'allais dire. Oui, tout à fait. Non, et c'est notamment l'accélérateur parce que l'accélérateur donc est très ouvert. Donc il y a des open et des challenges aussi, chose que j'ai pas dit. Et, et, et c'est vraiment n'importe quelle compagnie peut vraiment se présenter du moment que c'est une PME. Donc avec ces conditions-là, donc c'est vraiment quelque chose qui est bien plus libre. Pathfinder, donc c'est plus jeune, donc c'est plus des centres de recherche ou c'est un peu plus niche et les transitions donc à des conditions un peu plus strictes, non, venant d'autres programmes. Accélérateur, c'est vraiment ce programme, excusez-moi, qui est accessible à tous presque. Alors, il y a plusieurs questions sur les taux de réussite des programmes, du coup, Tout à fait. et aussi sur la différence avec votre intervention, si vous avez vos taux de succès aussi. Ok. Les taux de succès ne sont jamais hauts. J'ai vu passer, j'ai cru voir un texte comme quoi la transition était à 14%. Le pourcentage que j'ai vu justement en début de semaine, c'était 9,5%. Il y a ici Accelerator, Open et Challenge, donc les deux ensemble, tournent autour des 7%, peut-être 8%. Le transition, je vous admets ne pas avoir très clair, mais ne peut pas être très élevé. Donc, pas au-delà des 15%. Donc,
Le EX Accelerator, qui est le programme enfin, nous, chez Evolution, on fait énormément. Nous, on tourne autour des 25%, plus ou moins. Donc, moi, cette année, par exemple, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'autres projets, hein, ça a été une année assez dispersée pour moi. J'en ai présenté 2 au mois de mars et j'en ai eu un qui a été financé. J'en ai présenté un maintenant la semaine dernière donc et pourvu qu'il soit financé aussi, qu'il soit subventionné. Donc voilà, moi par exemple, je tourne autour des 25-50 voilà. On a aussi donc pas mal de spécialités. La dernière, on en a présenté, je crois que 50% des Pathfinder. Je crois qu'on n'a pas présenté beaucoup plus. Ça, c'est peut-être quelque chose que Alice, je ne sais pas si tu as ces pourcentages. Oui, pour vous donner un petit cadre aussi, un cadre assez chiffre, je vais le présenter ensuite, mais chez Evolution, nous ne sommes pas une très grande entreprise. Nous ne présentons pas énormément de projets chaque année. Vous allez le voir par la suite par le nombre de personnes qui sont présentes dans l'équipe technique, qui sont des profils très spécialisés, par exemple, surtout en medtech et dans la biotech. Mais ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est de faire une préévaluation en fait avant d'écrire n'importe quel projet pour maximiser notre taux de réussite. Donc c'est là que se situe aussi notre expertise. Mais oui, comme le dit Daniel, on est autour de 25% parce qu'auparavant, avant l'IIC Accélérateur, on travaillait déjà sur le SME Instrument, donc qui est son ancienne version. Ok, merci. Encore juste 2 petites questions sur un peu les financements. Est-ce que les entreprises de grande taille peuvent aussi recevoir des aides sur ces financements? Alors, pas pour l'accélérateur. L'accélérateur est monobénéficiaire. Il n'y a pas de consortium. Donc déjà, l'accélérateur, c'est PME, micro, start-up. Par PME, c'est 50 employés ou moins, et je crois que 10 millions de revenus ou moins. Il faudrait que je regarde ça, j'ai ça ici. Donc, accélérateur, non. Mais par contre, pour les autres, il y a possibilité de faire partie d'un consortium. Et c'est là que, justement, ce que disait Alice est très important. Au moment de considérer ou de commencer à organiser un projet, c'est de regarder l'éligibilité des consortiums qui vont être établis. Parce que transition peut être monobénéficiaire aussi, chose que j'ai fait moi tout récemment en fait. Mais les Pathfinder, donc c'est des consortiums ou doivent l'être. Donc si des grandes entreprises peuvent être inclus, oui. Le problème sera aussi dans l'évaluation à dire est-ce que vraiment ils ont besoin de subventions si c'est une grande compagnie. Donc c'est aussi une considérante qu'il y aura. Ok, et une dernière question avant de passer à la suite sur la partie brevet. Quelle est l'importance des brevets? Alors ça va dépendre à mon avis de l'appel. Tout à fait. Moi je dis critique. Sans brevet, il n'y a pas d'exclusivité. Notamment un brevet démontre que la technologie va au-delà de l'état de l'art. Alors, pour le Pathfinder, bien évidemment, la technologie n'est pas encore développée. Donc, partie du travail du Pathfinder, c'est d'évaluer quel brevet sera déposé, comment donc organiser la stratégie qui est le IP strategy, non? Voilà, c'est ça. Pour le Pathfinder et ensuite pour la transition et notamment pour l'accélérateur sont critiques. Notamment pour l'accélérateur, une compagnie qui se présente sans brevet, c'est compliqué. Alors, il faut aussi, moi je fais aussi pas mal de projets qui sont à base de software. Présenter un brevet pour du software, par exemple, en Europe du moins, c'est pratiquement impossible. Moi, je sais qu'il y a des façons de contourner et de présenter un brevet, mais autre, tout ce qui est medtech, health, des projets de ce genre-là, c'est essentiel. Et si il n'y a pas de brevet,
établir une stratégie de propriété intellectuelle doit être très importante dans la présentation du projet. Parce qu'en fait, aussi, il faut penser, du moins à l'accélérateur, que des investisseurs ne vont pas investir dans une technologie qui n'est pas protégée, qui peut être prise par n'importe quel compétiteur, et le retour d'investissement est en risque. Donc, voilà. Ok. Merci Daniel pour tes précisions. Du coup, il y a encore des petites questions qui arrivent, mais on va passer à la suite et on y reviendra à la fin du webinaire si on a le temps. Pour Yufeng Lam, c'est une question assez précise et du coup, je vous invite à plutôt solliciter directement Alice à la fin du webinaire qui pourra revenir vers vous par la suite. Daniel, du coup, si tu veux bien partir sur les projets collaboratifs. D'accord. Donc, on va vous présenter ces projets. Alors, comme on disait auparavant, il y a une liste de projets de subventions différentes en Europe, certains plus intéressants et d'autres moins intéressants. Ici, on essaie de vous présenter donc ce que nous, on considère les plus intéressants, les plus accessibles. Non alors, les projets collaboratifs sont intéressants. Il y en a plusieurs. Je vais vous présenter premièrement, donc, parce que c'est en ordre, Eurostar. Eurostar, donc, c'est un programme du network Eureka. Donc, ça fait partie des différents programmes qu'a développé Eureka, qui est un organisme de subvention européen qui est cofinancé par le Horizon Europe et par les 37 pays membres d'Eureka. Donc, ce programme finance des technologies de TRL 4 à TRL 6. Donc, c'est assez intéressant. Donc, il s'agit de projets collaboratifs formés par des consortiums de pays membres d'Eureka, très important. Et il y a comme but de développer la coopération internationale pour la recherche et le développement de technologies innovatrices. C'est ça le mission statement d'Eureka. Donc, le Eurostars est donc à travers Eureka ne donne pas des subventions directement aux compagnies qui gagnent. Donc, c'est la particularité que c'est les organismes locaux de chaque pays, donc comme le BPI en France ou le CDT en Espagne, qui financent donc le projet ou qui subventionnent, excusez-moi, le projet. Par conséquent, chaque pays a ses conditions. Chaque pays a ses taux de subvention. Les montants diffèrent. Ce que Eureka fait, donc, ils ont leur plateforme. L'application se fait à travers Eureka. Et eux évaluent les applications, donnent leur accord ou pas. Et ensuite, chaque membre du consortium qui est retenu pour subvention donc, doit en parallèle faire la demande à son organisme local avec la condition qu'ils ont été retenus pour subvention. Donc, la condition, c'est que ces consortiums doivent être un minimum de 2 pays du network Eureka. D'autres conditions assez particulières, c'est donc 70% du budget ne peut être dédié à un participant ou un pays, avec 50% du budget total, donc, devant être pour les PME du projet. Chaque pays a donc des conditions différentes. Qui peuvent inclure des PME, des grandes entreprises, des centres de recherche. Et donc, les taux de financement et les montants de financement diffèrent pour chaque pays et pour chaque entité. Donc, il n'y a pas de conditions universelles pour tous les pays. Une des conditions importantes, donc, pour les Eurostars, c'est que il est essentiel de démontrer un équilibre dans le développement de la technologie du projet, un équilibre dans l'impact de l'exploitation éventuelle de cette innovation. Ça inclut donc la propriété intellectuelle, la commercialisation et en fin de compte les différents impacts du projet. Les montants sont moindres que transition, parce que bon, c'est l'équivalent au niveau de TRL, mais l'Eurostar est une bonne option pour plusieurs raisons. Premièrement, les exigences d'innovation ne sont pas aussi élevées que pour le transition ou que pour l'IEC en général. Donc, des projets qui sont peut-être pas
particulièrement aptes à financement de transition peuvent l'être pour l'Eurostar. Le taux de succès est bien plus élevé. Justement, pour faire suite à vos questions, donc le transition, moi j'avais vu ça à 9,5%. Pour ce même TRL, Eurostar a donc un taux de réussite aux environs des 30%. Donc, considérablement plus élevé. De plus, il y a une certaine flexibilité. Bien qu'il y ait a priori 2 deadlines par an, l'école sont tous open, donc sans thématique spécifique. Donc n'importe quelle technologie peut se présenter avec des consortiums. Nous, on en fait assez des Eurostars. Ce sont des projets qui sont aussi intéressants en consortium que pour les lycées et avec des taux à des réussites bien plus élevés, bien que les montants donc ne sont pas les mêmes. Je vais faire peut-être diverger un petit peu, parler au-delà de Eurostars, d'autres projets rapidement d'Eureka. Eureka donc a dans leur portfolio plusieurs projets différents. Alors, je sais qu'il y a le Eureka Network qui est particulier par sa flexibilité. Les mêmes conditions s'appliquent que pour l'Eurostar, mais ce sont des projets où Eureka donne la liberté d'offrir le projet que une certaine flexibilité dans la création du projet. Donc, ce sont des conditions assez différentes. Il y a aussi le InnoWide, que j'ai réussi à faire financer en fait il y a à peu près 2 ans. Ce sont des projets collaboratifs d'un pays Eureka avec un autre pays ailleurs. Dans mon cas, c'était une compagnie, excusez-moi, du Luxembourg avec une compagnie au Ghana. C'est essentiellement des études de marché. Subvention petite de 80 000, mais bon, assez rapide à faire et assez intéressant pour, donc, comme le veut Eureka, développer donc la coopération internationale. Il y a aussi Eurogia, je ne suis pas trop sûr de comment ça se prononce, Clean Tech, donc peut-être qu'il ne s'applique pas au public d'aujourd'hui, mais bon, aussi assez intéressant, et d'autres clusters avec des différentes thématiques qui sont peut-être un peu moins accessibles, mais toujours est-il, Eureka donc présente tout ça. Donc Eurostars, je crois que est une très bonne option pour les candidats qui ne se voient pas en mesure de postuler pour le transition ou l'accélérateur. Les deuxièmes projets que je vais présenter donc sont pas les mêmes projets, mais c'est dans le même contexte de Horizon Europe. Ce sont les RIA-IA, donc un peu dans le jargon nôtre. Donc les RIA, c'est le Research Innovation Action, et les IA, c'est Innovation Action. Donc ce sont des programmes de Horizon Europe, donc pleinement financés par la Commission européenne. Ce sont des projets collaboratifs où les thématiques sont organisées par des clusters, qu'ils appellent des clusters. Les clusters, je crois que le plus intéressant ici, c'est le cluster 1, donc santé. Il y en a 6, je vous les nomme. Donc le 2, c'est culture, créativité et société inclusive. Le 3, sécurité civile pour la société. Le 4, numérique, industrie et espace. Le 5, climat, énergie et mobilité. Et le 6, alimentation, biotechnologie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, le RIA est donc avec un TRL bas, donc de 1 à 4. Ce sont des projets, donc, comme je dis, des collaboratifs. Ce sont des actions majoritairement destinées à développer des nouveaux produits basés sur des technologies innovatives. D'accord? C'est de la recherche appliquée, développement et intégration de technologies, des tests de validation sur des prototypes à petite échelle ou en laboratoire. Donc, ça se veut vraiment développer à un TRL 4, donc pratiquement prototype en laboratoire de technologie. La particularité encore, c'est que Horizon Europe subventionne 100% du budget. Donc, ces projets-là sont assez intéressants. J'en ai fait plusieurs cette année. Donc, ce sont des projets, des consortiums peuvent être 2, 3, 4 compagnies.
jusqu'à, j'en ai fait de 24, 25 partenaires. Sont des projets intéressants parce que s'il y a une création d'un consortium de partenaires qui se complémentent dans la création d'une technologie, l'innovation peut être assez intéressante. Enfin, je vais passer à l'innovation parce qu'il y a des points qui sont les mêmes pour les deux. Donc, l'innovation action, donc action d'innovation, c'est donc TRL 4 plus ou moins, donc prototype, à TRL 8, donc technologie finalisée, optimisée. Non, c'est donc exactement pour optimiser le produit, pour être prêt à commercialiser. C'est un programme démonstrateur, donc création de prototypes, des pilotes, validation à grande échelle, et notamment le déploiement d'innovation sur le marché. Donc ce sont des technologies démontrées, mais pas encore appliquées. Voilà. Horizon Europe, par contre, dans ce cas-là, ne subventionne que 70% du budget pour les PME, par contre 100% pour les centres de recherche. Donc, ces programmes sont intéressants pour plusieurs raisons. Elles sont devenues assez populaires en fait depuis que l'accélérateur a été un peu changé il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans. Donc, c'est des projets qui sont assez populaires parce qu'il y a une grande quantité de thématiques différentes. Tous les ans, le Horizon Europe donc publie les thématiques et tous les ans, les thématiques, je répète, mais il y a une grande quantité de thématiques et qui peuvent être assez spécifiques comme pour être intéressants pour certaines compagnies. D'accord. De plus, les budgets peuvent être élevés. Alors, je vous rappelle, ce sont des projets collaboratifs. Donc, ce sont les subventions se partagent entre les partenaires, mais les subventions peuvent s'élever jusqu'à 20 millions. Donc, pour certains projets qui sont grands et assez importants, c'est assez intéressant. Donc, toutes les entités sont éligibles dans Horizon Europe. Par contre, le coordinateur devant être un pays de Horizon Europe. Donc ça, le leader, le coordinateur doit être de Horizon Europe. La particularité de ces projets aussi, c'est que les thématiques sont basées sur des objectifs concrets. C'est-à-dire un programme, donc un call, offre plusieurs objectifs. Il est essentiel que le projet donc aborde ces objectifs listés et textuellement et que tout le projet soit à base d'aborder ces objectifs. Donc, ce qui fait que le consortium, dans ce cas de figure, est critique, essentiel. Et beaucoup de ces objectifs, enfin, sont pas divergents, mais sont peut-être pas une compagnie ou un participant n'est peut-être pas suffisant pour aborder tous. Donc, il est absolument essentiel d'avoir une synergie entre partenaires et de former un consortium qui puisse aborder tout ça. Alors, nous ne savons pas encore ce qui va se passer en 2025. La dernière nouvelle que nous avons vis-à-vis des RIA-IA, c'est que le programme de travail, donc le work program, avec les conditions de l'année 2025 serait publié maintenant. On vient d'apprendre encore cette semaine qu'il est possible qu'il ne soit publié qu'en avril 2025. Ce qui veut dire que dès que ce sera publié, immédiatement après, il y aura donc un premier appel à projet pour sûrement le mois de mai. On a l'habitude d'avoir des appels de projet pour le mois de février-mars. Donc, il faudra voir comment se positionner vis-à-vis ça. Néanmoins, ce programme de travail, normalement, on y a accès, bien que ce soit en brouillon. Donc, on a déjà une bonne idée de comment se positionner avec les compagnies qui veulent l'appliquer. Encore, pour les RIA-IA, une chose est absolument essentielle, c'est la création d'un consortium qui puisse aborder les différents objectifs des programmes. Voilà. Un autre point aussi assez important vis-à-vis les RIA notamment, c'est 100% de subvention. Donc, encore, les entités qui postulent n'ont pas besoin d'apporter des fonds à eux. Et donc, il y a aussi cette flexibilité de pouvoir donc développer sans avoir une charge financière propre. C'est pas le cas pour les PME, pour les Innovation Action, les actions d'innovation donc IA, où c'est un financement à 60,
10%. Les phases, normalement, on voit assez souvent que ce soit des projets avec une seule phase d'application, mais il y en a certains qui sont à 2 phases. Donc, avec des entretiens aussi après suite à la proposition. Sur des documents normalement de plus ou moins 45 pages, ça diffère avec les programmes. Donc voilà, donc les subventions vont je crois que j'ai vu le moins, c'était 500 000 à jusqu'à 20 millions. Donc, avec ce range non assez intéressant. Okay. Donc, voici les RIA. On passe aux questions. J'imagine qu'il doit y avoir des questions parce que c'est assez… Ouais, merci Daniel. Alors, il n'y a pas tant de questions que sur les EIC, finalement. C'est pas si surprenant parce que c'est moins connu, donc voilà. Effectivement, sur les taux de succès sur l'Eurostar sont un peu mieux. Du coup, c'est différent. J'en ai monté et obtenu. Du coup, je peux aussi en parler en retour d'expérience. Et j'ai aussi eu des déboires par rapport au fait qu'il y ait des conditions spécifiques par pays. Et un exemple que j'utilise toujours, c'est la Belgique, où il y a 3 types de conditions en fonction des régions. Donc, il faut bien regarder les bonnes régions, les bonnes conditions et bien s'accorder avec le ou les partenaires, souvent le partenaire, et qu'il accepte bien les conditions. Donc, il y a une question à laquelle tu as déjà répondu, Daniel, sur les thématiques 2025. Et il y a eu une réponse aussi de chat qui a complété ce que tu as dit. OK. On prévoit relativement les mêmes thématiques. On n'a pas aperçu de mouvement pour des grands changements. Donc, ce qui a été fait en 2024, on s'y attend, ce sera ou similaire ou très similaire en 2025. Ok, une question très intéressante justement. Comment est-ce qu'on fait le choix entre RIA et Pathfinder? Du coup, comment est-ce qu'on choisit ce vers quoi on va tendre pour déposer son projet? Bon, j'oserais dire les deux. Pourquoi se limiter? La réalité est que les taux de succès sont bas. Alors, pour les RIA, donc, il faut tenir en compte que chaque thématique a des objectifs. Et donc, le consortium qui va donc postuler pour la RIA doit pouvoir aborder ces objectifs. Et ça, c'est important. Donc, les RIA sont différents au Pathfinder, bien que le niveau TRL soit similaire. Donc, moi, ce que je conseille à faire dans ces cas-là, c'est vraiment de faire un travail de préparation. C'est considérer un RIA Pathfinder. Donc, déjà, le Pathfinder, vous pouvez déjà postuler plus ou moins, créer un consortium et commencer à postuler pour ou commencer à préparer une application pour. Et dès qu'il y a une thématique RIA qui se présente, c'est étudier les objectifs de ce RIA, voir si le consortium que vous avez est capable crédiblement, bien évidemment, d'aborder ces objectifs. Si ce l'est, tant mieux, vous pouvez presque travailler en parallèle l'un ou l'autre, mais c'est très peu probable. Il est probable que pour une RIA, le consortium doit être changé et un peu, disons, customisé, non, pour aborder Mais oui, nous, on le fait assez souvent. Depuis le mois d'août, j'ai postulé un RIA et un accélérateur pour la même compagnie. En comprenant que les PME ont toujours besoin de fonds. Donc, pourquoi pas utiliser le travail déjà fait et postuler à plusieurs programmes. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Bien sûr, les capacités de travail, le temps, l'effort, bien évidemment, est à considérer, mais enfin, soyons ambitieux. Ok, encore une question, pareil, qui était, la réponse a été apportée, mais est-ce que pour les RIA, c'est un financement par la BPI comme ça peut être le cas pour Eurostar? Horizon Europe. Ok. C'est Horizon Europe. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, en tout cas. Du coup, Gaël, si tu veux bien remettre les slides, merci. On va passer, du coup, je pense que c'est Alice maintenant qui va prendre la main pour la fin de la présentation. Oui.
veux bien que vous passiez à la slide suivante. Pardon. La main sur les slides. Donc maintenant, cette partie de notre présentation, c'est un peu vous montrer en fait comment on choisit les projets et surtout comment on vous aide à détecter un projet. Parce que comme les diverses questions l'ont montré, c'est quand même assez compliqué de savoir à quel programme vous êtes éligible, mais c'est aussi important de savoir à quel programme vous n'êtes pas éligible. Donc nous, ce qu'on fait en interne, donc un peu la dichotomie de l'entreprise, donc on est une équipe commerciale qui rencontre dans un premier temps les entreprises de toute l'Union européenne, soit à travers des salons professionnels en France, en Espagne ou dans d'autres pays comme par exemple la Suisse. Parce que comme l'a montré Daniel dans les projets collaboratifs, la Suisse est par exemple éligible. Vous pouvez monter des consortiums avec des entreprises suisses pour ensuite présenter des candidatures ensemble. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait des meetings avec différentes entreprises où on essaye d'évoquer les différentes possibilités. On se déplace aussi souvent en binôme, donc c'est-à-dire une personne de l'équipe commerciale et une personne de l'équipe technique, où ce sont au final 2 types de connaissances différents qui se complètent. Et de cette manière, on arrive vraiment à avoir des réponses précises, comme aujourd'hui par exemple aux questions de l'entreprise. Ensuite, on échange donc ensemble, les 2 équipes ensemble ces informations. Suivant les critères que vous a présenté Daniel sur par exemple les programmes de l'EIC, que je vais répéter s'il y a des personnes qui sont arrivées plus tard. Donc par exemple que votre technologie soit innovante mais surtout disruptive, ce qui est une distinction assez importante, donc breakthrough. Ensuite, que vous ayez un important impact sur la société européenne. Je dis bien européenne parce que si votre projet, c'est finalement d'aller en premier sur le marché américain, vous ne pouvez pas demander des subventions Union européenne si dans votre candidature, on explique que vous voulez dans un premier temps aller sur le marché américain. Ensuite, donc que vous ayez un vrai potentiel commercial. Donc, même si votre technologie est encore dans des phases cliniques, c'est important que vous montiez rapidement un business plan avec différentes personnes de votre équipe. Et je terminerai sur le dernier point où la composition de votre équipe va vraiment compter aussi dans l'évaluation. C'est important donc bien évidemment que vous ayez des scientifiques, des personnes qui ont un background scientifique solide, mais aussi que vous ayez des personnes qui ont plus un background commercial, qui vont vous aider finalement à monter votre business plan et aussi votre business model qui devra être expliqué dans la candidature. Donc nous, on échange toutes ces informations en interne et ensuite on fait une évaluation où finalement aussi on vous conseille ce que vous devez faire, parce qu'on a différentes deadlines par an. Par exemple, pour le IC Accélérateur, cette année, nous avons eu une deadline sur le mois de mars et là, nous venons d'avoir une deadline sur le mois d'octobre. Donc, des fois, nous conseillons à l'entreprise qui est, par exemple, pour l'accélérateur, par exemple, sur un TRL4, nous lui conseillons d'attendre juste la prochaine deadline, que la technologie soit un peu plus solide, ou par exemple, s'il lui manque un investisseur, justement de faire cette recherche avant de présenter une candidature. Présenter une candidature pour l'EIC est un travail considérable et souvent ou régulièrement, c'est juste mieux d'attendre un petit peu plus, que votre technologie soit plus mature et aussi que vous soyez plus disponible pour ce type de projet. Donc, on fait toute cette évaluation en interne avec l'équipe. L'équipe donc qui est composée, l'équipe technique dont fait partie Daniel, autant de profils techniques comme lui, donc d'ingénieurs et de PhD, mais aussi de personnes qui sont seulement spécialisées en finance, pour justement toute cette partie que vous devrez justifier dans la candidature. Ensuite, on se rencontre. Si on détecte que vous remplissez les critères et qu'on pense que c'est le bon moment pour vous, on se rencontre. Et pendant 1 heure, on va vraiment discuter de ce que c'est votre technologie. On va aller dans les détails. Qu'est-ce que c'est votre projet? Qui vous êtes? Monter une candidature, c'est aussi un travail collaboratif entre nous et vous. Bien évidemment que ce sont nos équipes qui écrivent les candidatures, mais c'est un travail collaboratif où on a besoin de vous. C'est votre technologie et personne d'autre ne l'expliquera mieux que vous-même. Donc, c'est important pour nous aussi de vous connaître avant de travailler ensemble. Et ensuite, si
Si on voit que tous les critères sont réunis, à partir de là, on commence à travailler ensemble. On ne l'a pas expliqué auparavant, mais ce process se fait vraiment en amont des deadlines. Par exemple, au vu du process de l'accélérateur, donc short application, full application et pitch session, il est vraiment important de préparer tout ce process bien en amont. Pour vous donner peut-être un ordre d'idée, là, donc, nous avons envoyé des full applications pour octobre. Nous avons commencé à travailler avec les entreprises en mai ou en juin pour bien avoir le temps justement d'échanger, comprendre la technologie et aussi qu'il y a plusieurs personnes de notre équipe qui aient le temps de relire la candidature et pour envoyer la meilleure candidature possible et maximiser nos chances tout simplement. Je veux bien que vous passiez à... Merci. Donc ça, c'est l'équipe technique dont fait partie Daniel. C'est vraiment notre force chez Evolution Europe, c'est les profils que comporte l'équipe. Il y a beaucoup de personnes, enfin de nombreuses personnes qui ont un PhD, qui est assez important pour comprendre le marché de la medtech, par exemple. Donc quelqu'un qui est vraiment capable de comprendre le marché, mais aussi qui est capable de se renouveler en termes de connaissances et d'être en permanence à jour sur qu'est-ce qui est disruptif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous avez aussi des ingénieurs dans l'équipe donc qui sont aussi spécialisés en medtech, aussi en biotech. On est vraiment sur ces deux types de profils, biotech et medtech. C'est vraiment notre savoir-faire chez Evolution. Et ensuite, comme je l'ai mentionné avant, des personnes, par exemple comme Jonathan, qui font seulement l'aspect financier. Donc, ils passent plusieurs heures avec vous à remplir toute la partie administrative sur comment fonctionnent les finances de votre entreprise, sur si vous avez eu des LOIs, si vous avez des letters of commitment d'investisseurs. C'est vraiment important qu'on passe du temps avec vous sur ça parce que c'est ce qui va faire que vous êtes éligible puisque vous devez financer par exemple pour l'accélérateur 30% de la somme totale dont vous allez recevoir. À ce jour, nous avons levé plus de 250 millions d'euros venant de ces financements. Donc, c'est une somme assez importante au vu du nombre de candidatures que nous envoyons chaque année. Et la plupart comme vous le voyez, la plupart des profils qui sont dans cette équipe sont seniors, travaillent depuis longtemps dans l'entreprise et donc avec plus de 20 ans d'expérience au total. Donc comme je l'ai expliqué auparavant, nous avons aussi une équipe commerciale dont je fais partie. Notre force dans cette équipe, c'est qu'on est très international. Nous sommes d'ailleurs 2 Françaises, issues pour Raphaël de Sciences Po et moi d'ailleurs de l'Université Strasbourg et de Fribourg en Allemagne. Une équipe internationale, du coup, on rayonne sur vraiment toute l'Union européenne. Parce que pour les projets collaboratifs, nous, ce qu'on fait aussi maintenant, c'est qu'on essaye de construire des consortiums. Parce que comme il y a beaucoup d'appels, par exemple Eurostars, où vous avez besoin d'un partenaire, ou les programmes RIA et IA, si nous, vous souhaitez nous rencontrer, vous n'avez pas de partenaire, nous, on a déjà une base de données. On se déplace tous les mois sur différents salons. Si on voit qu'une entreprise peut correspondre à vos attentes, on vous mettra en contact avec elle et on verra si on peut monter un projet ensemble. Nos expériences passées aussi font que nous avons déjà une expertise aussi dans ces projets. La responsable du département a travaillé à l'MIT aux États-Unis. Elle a été jury de l'EIC. Et nous avons aussi, Raphaël et moi, travaillé dans des institutions françaises en France et à l'étranger. Pour ma part, chez Business France et pour Raphaël, à la Chambre de commerce franco-espagnole. Nous parlons plusieurs langues aussi. Et ça nous permet aussi, bien évidemment, de créer plus facilement du lien avec les entreprises. Sur cette page, nous vous enverrons bien évidemment la présentation après le webinaire. Ce sont les success stories de Evolution. Évidemment, il y en a d'autres. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver les différentes entreprises avec des témoignages de celles-ci qui ont travaillé avec nous, qui proviennent de différents pays et qui ont participé à différents programmes, pas seulement l'accélérateur, mais aussi Eurostars et d'autres programmes encore. Vous avez ici mes coordonnées. Si vous souhaitez avancer avec nous, aussi si vous souhaitez obtenir des conseils, si vous avez davantage de questions, nous y répondrons avec plaisir, par email, LinkedIn ou
ou en faisant un autre meeting avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Alice, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais aussi en profiter de la présence de Jean-Jacques aujourd'hui pour qu'il puisse intervenir et apporter un petit complément d'information. En attendant que Jean-Jacques réussisse à se connecter, je voulais aussi vous parler d'un autre webinaire spécifique à l'Eurostar cette fois, qui est organisé du coup par nos collègues et amis de Eurobiomed dans le cadre de Enosis Santé. Vous trouverez du coup les informations sur le site de Enosis pour pouvoir vous connecter, vous inscrire et en savoir plus spécifiquement sur l'Eurostar. Donc, ce sera un webinaire dédié avec, il me semble, un témoignage. Et donc, comme ça, vous pourrez revenir auprès de l'organisation du pôle de compétitivité Eurobiomed. Voilà. Jean-Jacques n'a pas l'air d'être connecté pour l'instant. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi également pour poser vos questions. Donc, soit vous allez voir Alice qui pourra y répondre précisément. Moi, sur certains appels à projets, je pourrais vous accompagner et répondre. Et du coup, ça permettra d'avoir quelque chose, une réponse complète, on va dire. Alors, je vois que Jean-Jacques y arrive. En attendant, juste une petite question pour vous, Alice. C'était sur l'approche no win, no fees ou est-ce qu'il y a un paiement upfront par rapport à votre intervention sur le montage de ces projets? Alors, comme je l'ai expliqué auparavant, nous d'abord, donc ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec vous en fait de vos ressources, vos besoins, votre projet. Parce que bien évidemment, c'est très différent si vous souhaitez monter un Pathfinder ou un accélérateur ou un projet en consortium. Donc nous, à partir du moment où on détecte un bon projet, un projet qui correspond aux différentes candidatures qu'on envoie chaque année, on est ouvert à discuter avec vous, à négocier en fonction de vos ressources. Et après, ça sera différent, donc suivant les subventions en question. Ok, merci. Et Jean-Jacques, du coup, est-ce que tu es là? Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Non, bon. Ça ne fonctionne pas, Jean-Jacques. Je suis désolé pour ça. Écoutez, je vous remercie à tous, en tout cas, d'avoir participé à la discussion d'aujourd'hui. Comme on l'a dit plusieurs fois, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on pourra du coup répondre à vos questions et puis j'espère vous accompagner sur les montages de projets européens dans l'avenir pour vous aider à financer vos projets disruptifs et game changing pour la partie EIC et très collaboratif pour les autres calls qui ont été présentés aujourd'hui. Voilà, je vous remercie à tous et bonne journée et bon week-end. Merci. Merci, au revoir.